Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric, Bonjour Bruno. ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Oui, merci. Donc aujourd'hui, on a un invité, Salim Adamon. Euh, Bonjour, Salut, ça va bien? ça va bien vous? Salim, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi, qu'est-ce que tu fais, puis un petit peu ton background en informatique en fait. Oui, bien sûr. En fait, je suis en informatique comme vous tous et je suis spécialisé dans les technologies Microsoft et plus précisément sur la technologie Dynamics CRM, donc historiquement connu comme Dynamics CRM et aujourd'hui qui s'appelle Dynamics 365. Ok. Donc, je travaille pour une compagnie que j'ai créée il y a à peu près 3 ans maintenant, service technologique Sadax. Et on offre des services justement de conseil à des clients sur la plateforme CRM et Dynamics 365 aujourd'hui. Ah, super, puis tu es MVP aussi Je suis aussi MVP depuis 3 ans maintenant. depuis 3 ans. C'est ça, je fais un blog que je maintiens où j'ai beaucoup de contenu technique et des fois aussi plus business. Et j'ai aussi des conférences que je fais de temps en temps ou des événements comme ça aussi, comme aujourd'hui avec ce qu'on va partager. Donc j'aime beaucoup être impliqué dans les communautés et partager les connaissances sur la plateforme parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent. Effectivement. Et je pense que c'est important d'avoir des gens qui sont intéressés à partager leur expérience et leurs connaissances. Donc on va mettre les liens aussi sur la vidéo, vous allez voir les liens sur ton blog, ta compagnie, puis tout ça. Donc les gens qui pourront aller voir tes choses en ligne sur le net. Ouais. Donc parfait. Ça marche. Donc, Salim, ce que j'aimerais que tu nous parles un petit peu, c'est qu'est-ce que c'est la plateforme Dynamics CRM, qu'est-ce que ça fait pas, pourquoi ça existe, puis pourquoi Microsoft aime investir dans ça, puis nous offre cette solution-là, en fait. Tout à fait. On va commencer par clarifier. Là, on parle de Dynamics CRM, mais juste pour que ce soit clair aujourd'hui, si les gens font de la recherche sur le site de Microsoft, ils vont plutôt s'orienter sur Dynamics 365 parce que c'est le nouveau nom de la plateforme. Donc, oui, historiquement, ça s'appelait Dynamics CRM et CRM pour Customer Relationship Management. Donc, pour nous en français, c'est gestion relation client. C'est le terme qui est communément utilisé. Et donc, à quoi ça sert cette plateforme-là? C'est une plateforme qui permet de faire ce que son nom dit, gérer de la relation avec des clients. Mais la manière que la plateforme est faite, c'est qu'on peut facilement l'étendre pour la rapprocher de nos besoins. Donc, mettons une entreprise qui fait de la vente de produits spécifiques, par exemple des t-shirts, mais elle va personnaliser l'application pour pouvoir vendre des t-shirts. Donc, peut-être avoir de l'information pour suivre les gens à qui elle vend, les produits qu'elle vend. Et il y a vraiment beaucoup de flexibilité dans la plateforme, en fait. Est-ce que ça se limite à des applications vraiment de Customer Relationship ou ça pourrait servir de plateforme de développement pour faire une application, je ne sais pas, de gestion d'entreprise ou gestion, je ne sais pas, moi j'ai un membership à gérer ou j'ai je sais pas, n'importe quel type d'application. Est-ce que ça peut être aussi flexible que ça comme Ouais, plateforme? ça peut aller très loin. Alors, évidemment, quand on dit Customer Relationship Management, au départ, la plupart des produits qui font du Customer Relationship Management, ils viennent avec des modules de base. Souvent, on va avoir vente, on va avoir service, donc tout ce qui est gestion des incidents, centre d'appel, et puis on va avoir un volet marketing également. Ça va être souvent les modules de base qu'on a avec un CRM. Par contre, la plupart des CRM, et particulièrement Dynamics 365, peut être étendu pour faire ce qu'on appelle du XRM. Donc en anglais, les gens disent aussi Anything Relationship Management. Donc effectivement, on va avoir des scénarios où tu vas avoir par exemple des firmes d'avocats qui utilisent la plateforme pour gérer leurs dossiers légaux. On va avoir d'autres exemples, mais vraiment qui me passent par la tête. On va avoir en dehors des scénarios classiques de centres d'appel ou de gens qui veulent faire de la vente, on peut aller très loin. On peut aller même avec des compagnies de vente de... J'ai des clients aujourd'hui qui vendent des boissons et qui utilisent la plateforme pour pouvoir gérer leur inventaire et tout ça. Donc, ça peut être étendu de manière assez poussée un peu là-haut. Je comprends bien, la plateforme, c'est une machine à faire des relations entre des entités, peu importe les entités, donc tu pourrais étendre avec n'importe quel type d'entité, faire les relations et puis gérer ça avec des formulaires, des rapports et un peu de ça. Puis c'est l'intégration, je pense, que Microsoft offre avec toute la plateforme Office 365 qui est intéressante Ouais. aussi. Ce que ça offre, la plateforme en soi à la base, c'est beaucoup de flexibilité et de facilité pour créer, mettons, des entités ou ce qu'on appellerait communément des tables dans une base de données. Et dès qu'on crée une entité, en fait, dans le système, tout de suite, elle devient disponible avec des vues qu'on peut avoir où on configure les colonnes, l'ordonnancement. On peut aussi avoir des formulaires où on rajoute des champs, on les arrange de la manière qu'on veut. Et tout ça juste avec de la configuration, donc des clics, sans avoir à écrire du code. Donc, ça permet d'accélérer de manière assez drastique, si on veut, le développement d'une plateforme ou d'une solution pour une entreprise
mais vraiment personnalisé aux besoins de l'entreprise. Et une fois que ça c'est fait, après, Microsoft, avec ce produit-là, offre beaucoup d'intégration, notamment avec Power BI, avec la suite Office 365, donc tout ce qui est Excel, Word, enfin l'éventail, si on veut, d'intégration est vraiment énorme. Puis quand on parle de... Moi, quand j'entends Dynamics, je peux pas m'empêcher de penser à Great Plains, qu'on avait dans le temps, on entend surtout le rebranding avec le mot Dynamics dedans, mais là, on parle pas de la même chose. Non, non, absolument pas. En fait, Dynamics, à la base, c'est vraiment le nom de la famille de produits entreprises de Microsoft. Donc, Dynamics va avoir historiquement CRM, il va avoir GP, Great Plains, qui est un ERP, il va avoir aussi AX, qui est un autre ERP, et il y en a plusieurs comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention quand on distingue. Des fois, les gens m'appellent, ils disent « Ouais, j'ai besoin d'un expert Dynamics ». Et là, tout de suite, il faut que je dise « OK, mais Dynamics quoi ?» C'est comme de dire « J'ai besoin d'un expert Windows », mais c'est quoi tu veux faire en fait avec ça? Ouais, Tu as tellement de produits. Exactement. Donc, il faut faire attention là. C'est sûr que dans la communication de Microsoft, pour nous, les gens qui sont dans l'industrie, c'est très clair. Ouais. Mais pour des gens qui sont externes, tu vois Dynamics, mais tu n'es pas nécessairement conscient de toutes les subtilités à l'intérieur même de la famille de produits. Merci. Bon, maintenant, Salim, tu vas nous parler un petit peu d'une particularité que tu as essayé de nous démontrer avec Dynamics CRM, qui est un peu comment intégrer un plugin, puis comment ça s'intègre avec cette plateforme-là. Mais avant, j'aimerais que tu fasses un petit tour, un petit peu, qu'est-ce que c'est vraiment la plateforme au niveau de l'interface pour que les gens s'y retrouvent un petit peu mieux. Ça marche. Donc, on va commencer par vraiment un survol très rapide de la plateforme. Je pourrais passer toute une journée. Je donne des formations d'une semaine. Ça vous donne une idée un peu. Bon. Alors, la plateforme ressemble à ça. Là, je suis connecté. Vous voyez ici, j'ai crm3.dynamics.com qui est le cloud de Microsoft. CRM3, ça indique que le système est hébergé au Canada, c'est tout. Donc ici, en fait, quand on arrive dans l'application, c'est un peu à ça que ça ressemble. On a un menu pour naviguer en haut en tous les différents modules. Donc, je vous parlais tout à l'heure de vente, service, marketing. Et là, vous voyez déjà qu'il y en a d'autres qui sont disponibles parce qu'on a de l'après-vente, ainsi de suite. Et en dessous de chacun de ces menus-là, ben, j'ai la possibilité d'accéder à un certain nombre de sections, si on veut, qui vont me donner de l'information que j'ai besoin d'aller chercher. Alors là, moi, par défaut, je suis dans mes tableaux de bord pour les services. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un paquet de graphiques, en fait, qui nous montrent, c'est des indicateurs sur la performance, sur la priorité, sur les choses qu'on a besoin de faire, complètement configurables. Donc, on peut choisir d'avoir des graphiques, on peut choisir d'avoir des listes d'enregistrement. C'est très flexible, configurable juste en cliquant. On peut même avoir des liens sur des pages externes. Donc, si on fait de l'intégration avec d'autres systèmes. C'est comme des widgets que tu peux mettre dans un dashboard. J'imagine que tu pourrais même en développer toi-même des morceaux que tu pourrais intégrer dans cette page-là. C'est ça, absolument. Et même que un truc qu'ils ont releasé récemment, excusez mon français-anglais, c'est la possibilité d'avoir de l'information directement de Power BI dans des dashboards dans CRM. Okay. Donc tout ça, c'est des possibilités qu'on a avec la plateforme. Donc ça, c'est vraiment une vue dashboard, tableau de bord. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans une liste d'enregistrement. Donc là, vous voyez qu'on pourrait aller regarder nos comptes, nos contacts. Moi, je vais aller dans les incidents parce que ça va être le point focal des démonstrations qu'on va faire aujourd'hui. Et donc là, ce qu'on s'attend à voir, c'est une liste d'enregistrement. Donc, complètement configurable également. Donc, les colonnes sont configurables, l'ordonnancement est configurable. Là, c'est par titre. Et voilà, donc par défaut, comme on parlait tout à l'heure, dès qu'on crée une entité dans le système, elle devient disponible par un menu de ce genre-là. Donc, on peut lui rajouter des colonnes, on peut les configurer comme ça. Donc, sans quasiment avoir rien fait, ben, on a directement ce genre de fonctionnalités-là qui sont disponibles. Tu as déjà la vue comme liste de ta table, puis tu as probablement la vue d'édition aussi pour créer des nouveaux enregistrements qui viennent avec la table par défaut. Exactement. Ouais, d'ailleurs, c'est là qu'on s'en va, parce que là, on a la liste des incidents. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un incident. Ou alors, pour commencer, je vais juste en ouvrir un. Et ensuite, un peu plus loin dans notre démonstration, on ira en créer un et on va voir les différents comportements. OK. Alors, là, on est entré dans un formulaire. Donc, j'ai ouvert un incident. De la même manière, donc, on crée l'entité. Tous ces champs-là sont disponibles et tout ce qu'on a à faire, c'est les mettre sur le formulaire et configurer comment est-ce qu'on veut que ça apparaisse. D'accord? Alors ici, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle un business process flow. Donc, c'est vraiment un flow pour nous permettre de suivre notre processus d'affaires. Donc, dans ce cas-là, par exemple, c'est un incident. Donc, on peut avoir différentes étapes pour aller résoudre notre incident.
C'est un workflow associé à ce type d'entité-là, en fait. Exactement. Qui est configurable, je présume. Qui est configurable. Et ça, c'est un workflow de type manuel. Donc, il faut que les utilisateurs eux-mêmes avancent les différentes étapes. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir des workflows qui sont créés et qui sont exécutés automatiquement sur des différents triggers. OK? Et ça, c'est bien parce que souvent, ce que les gens vont avoir quand tu vas dans une entreprise, il y a beaucoup de matériel de formation pour expliquer aux gens, ben, pour résoudre un incident, voici les étapes. Pour vendre un produit, voici les étapes. Et donc là, quand on configure ça directement à l'écran comme ça, les gens n'ont plus besoin de se poser la question. Ça guide le flow de process des utilisateurs dans l'application, en fait. Absolument. Donc, vous voyez bien tout l'aspect training, toute la documentation qu'il faudrait produire directement dans le système. Je vais fermer ça ici. Et donc, en bas, tout ce qu'on a, c'est le reste de l'information qui est liée à cet incident-là. Donc, ça, c'est des trucs que j'ai configurés de base, mais on pourrait rajouter des champs ou en supprimer dépendamment de ce qui est important pour nous. Donc, on a des champs qui peuvent être bloqués, des champs qui peuvent être mis à requis. Voilà, il y a différents types de champs là. Donc, des lookups qui sont des liens vers d'autres tables, du texte, des drop-downs. Il y a vraiment un peu de tout là. C'est assez flexible quand même comme plateforme. Donc, si vous voulez, c'est à ça que ça ressemble. On part de, premièrement, les tableaux de bord. Ensuite, on va regarder les listes d'enregistrement où on a tout ce qu'on veut. On peut faire de la recherche, on peut ajuster les colonnes comme on veut, changer les filtres. Et ensuite, on peut ouvrir les enregistrements en tant que tels. Ça nous emmène sur un formulaire qui ressemble à ça ici et dans lequel on a de l'information additionnelle qui est configurée selon nos besoins. Ça va? Oui. OK. Alors maintenant, on va aller chercher un peu plus... on va aller côté développement parce que je sais que votre audience en général est quand même intéressée par des brackets. Oui, exact. On veut du code. OK. Donc, on va y aller. Alors, là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est les possibilités d'extension de la plateforme. Donc là, j'ai montré des écrans, comment configurer des champs. Mais là, on est en train de se dire, ben, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rajouter de la logique métier dans l'application? Donc là, ce que j'ai fait une configuration assez simple avec ce qu'on appelle un plugin qui va, lorsque je vais créer un nouvel incident, va m'envoyer un message texte sur mon téléphone pour me dire, ah ben tiens, il y a un incident qui vient d'être créé et qui t'a été assigné. Donc, vous pouvez voir des scénarios d'affaires dans lesquels ça pourrait avoir du sens. Il y a un événement de priorité élevée qui est créé, ben, peut-être qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils soient notifiés, tout ça. Donc là, je vais faire ça. Et une fois qu'on l'aura vu fonctionner, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment expliquer c'est quoi le concept du plugin et je vais aussi montrer le code pour que les gens comprennent, dans le fond, comment ça marche. Ouais. Et peut-être juste en donnant un peu de background, pendant que je vais aller créer l'incident ici. Alors, un incident de haute priorité, on va dire que c'est un support ou un problème. Voilà. Puis, il faut qu'on choisisse un client. Donc là, on a une liste de clients qui sont là. Je pense que j'avais The Bracket Show comme client. Ah oui, tu me dis comme client. Directement. Oui, le deuxième lien. Je l'ai vu en haut. Ah, tu l'as vu. Ah, donc, tu t'attendais à ce qu'on ait des incidents aujourd'hui, puis tu voulais être capable de nous traquer, c'est ça? Oui, bien, en général, les incidents, le traitement des incidents sont payants, fait que je voulais monétiser mon intervention. OK. Alors, c'est tout, là, j'ai juste rentré de l'information de base. Donc tu as uniquement rempli les champs qui ont une étoile, donc les champs requis. Les champs requis, voilà. Champs requis, OK. Et là, j'ai fait une sauvegarde. Puis, en principe, si tout va bien, j'ai dû recevoir un message texte. Ouais. Donc là, vous allez être mes témoins. Mais vous voyez là que j'ai reçu un message texte qui dit ben, un incident vient d'être créé et ça me donne le numéro de l'incident. Pour le bracket show, on voit les détails. Voilà. Alors, donc pour ne pas trop passer de temps ici, là, ce qui vient d'arriver, on a essayé dans le fond de créer un événement. Donc, sur l'événement, dans ce cas-ci, c'est la création de l'incident. Et sur cet événement-là, ben, qu'est-ce qu'on veut qu'il arrive? C'est que quelqu'un reçoive un message. Donc, les plugins dans CRM, ce sont on peut le voir vraiment comme des triggers au niveau d'une base de données. Par contre, c'est une DLL. Donc, c'est du code en C# pur qui est écrit et qui est déployé à l'intérieur du CRM. Une fois qu'il est déployé, on dit au CRM, ben, écoute, quand tel événement arrive, exécute ce bout de code-là, donc cette classe-là. Donc, c'est ça que je vais montrer maintenant. OK. Alors, je m'en vais ici.
Puis d'un point de vue setup, côté Visual Studio, est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu as besoin ou l'install de base avec peut-être un ou deux components? Non, c'est une bonne question. Il y a beaucoup d'outils, il y a du open source, il y a des outils de Microsoft. On mettra quelques liens sur la page également. Mais en fait, il faut télécharger le SDK de Microsoft, de Dynamics CRM. Il s'appelle toujours Dynamics CRM. Et une fois qu'il est installé, ça te permet d'avoir accès à l'information de base pour pouvoir bâtir. Est-ce que c'est pas un package NuGet, c'est vraiment une installation d'un SDK? C'est l'installation d'un add-on de Visual Studio. Qui, lui, va te permettre de créer un plugin et il va aller chercher les nuggets. OK, donc un nouveau project template pour faire des choses pour Dynamics 365. Right on. Exactement. Donc, alors là, je vais directement dans le code. Et là, ce qu'on va voir, c'est que, je vais commencer par ça. Donc là, vous voyez, j'ai une classe qui s'appelle, un projet qui s'appelle Plugins, ici. Et c'est à l'intérieur que tout mon développement est fait. Donc, je vais commencer par montrer une classe qui s'appelle Send Incident Notification, mais ça, c'est la classe qui a été exécutée au moment où mon incident a été créé tout à l'heure. Je vois aussi que, juste comme en passant, que tu as une clé aussi, donc ton assembly doit être signé, j'imagine, pour être reconnu par Dynamics CRM. Absolument. Et donc, cette classe-là, ce qu'on voit, c'est qu'elle hérite de Base Plugin ici, qui est la classe de base qui est fournie par le générateur de classe ici. Alors là, je vais pas aller trop en détail. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la classe de base ici, c'est le iPlugin. Et ça, c'est une classe qui est dans le SDK de Microsoft. Et donc, pour que CRM reconnaisse cette librairie-là, et en particulier les différents plugins, donc les différentes classes qui doivent être exécutées ou qui peuvent être exécutées sur des événements, mais il faut impérativement implémenter le iPlugin. C'est bien que Microsoft ait fait un base plugin et l'interface iPlugin, ce qui permet probablement de tester ton plugin avec des mocks du CRM, donc tu pourrais faire des tests unitaires avec ton plugin sans avoir CRM de déployer. En fait. T'es sharp, toi. C'est ce qu'on fait ici. Hein, on aime ça quand on peut faire du unit test sur nos classes, toujours. Ouais, c'est sûr que c'est un peu atypique dans le contexte de CRM, et je vais expliquer pourquoi, mais pour les unit tests, parce que le CRM, c'est vraiment, faut le voir comme un site web immense qui est déployé à quelque part, et dans lequel nous, on va dire, mais écoute, pour certains événements, j'ai besoin d'exécuter certaines actions. Par contre, on n'a pas accès au site web au complet. Ouais, donc, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut émuler ou qu'il faut recréer, et des fois, c'est un peu difficile. C'est dans un contexte. Il y a un contexte. C'est ça, ouais. Exactement. Donc là, ici, justement, ce que vous voyez, c'est que cette classe-là, le Execute Plugin Logic, elle va être appelée quand cette classe-là quand le plugin roule. Et en parlant de contexte, justement, à l'intérieur de ce contexte-là, j'ai justement le contexte du plugin en soi, pardon. J'ai aussi un web service qui m'est fourni par CRM, qui va me permettre de faire un certain nombre d'opérations que je vais montrer. Et j'ai un service de tracing, là, juste pour faire du debug et tout ça, qui va récupérer de l'information et la tracer dans le CRM au besoin. Ici, ce que je voulais montrer, avant d'aller dans la viande de ce qui est fait, c'est de montrer le type d'information qui est disponible à l'intérieur même du contexte. Donc ici, le plugin contexte que j'ai par exemple le nom de l'utilisateur, j'ai le nom du message. Le nom du message étant, est-ce qu'on est dans un événement de type création, de update, de delete, ainsi de suite. Donc ça te permet de pouvoir faire des opérations particulières ou de déterminer qu'est-ce qui se passe et d'agir en conséquence. Ensuite, ici, toujours en restant dans le contexte, ce plugin il est configuré pour rouler quand il y a un incident qui est créé. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur du contexte, je devrais être en mesure de récupérer cet incident-là et de pouvoir jouer avec. C'est ce qu'on fait ici. Donc, j'ai une méthode utilitaire. On pourra partager un zip avec ce code-là. J'ai une méthode utilitaire qui me permet d'aller récupérer dans le contexte, encore une fois, l'objet qui est dans la transaction actuellement. Donc là, on parle d'un incident. Donc là, on le récupère. Et finalement, ici, on le convertit dans une classe de type incident, que je n'ai pas créé manuellement, mais qui est généré par un outil qui est donné par Microsoft. Donc ça, c'est un outil qui se connecte sur Dynamics 365 pour générer une classe à partir de l'entité incident qui est là, qui va générer une espèce de proxy vers cette... Exactement. Donc même les entités qu'on rajoute de plus que celles qui sont de base dans le système, on a accès à générer notre classe comme ça. Oui, exact. Donc, on génère tout ce dont on a besoin, que ce soit nos entités à nous, que ce soit celles du système. On peut avoir un fichier qui génère
toutes les entités en classe où on peut choisir celle qu'on veut. Ça dépend de ce qu'on a besoin. Parce que des fois, il y en a beaucoup quand même, donc ça peut faire des gros fichiers. Ce n'est pas toujours nécessaire. Une question que j'ai avec ça, est-ce que c'est facile de garder ça une sync avec ton Dynamics CRM si, par exemple, tu changeais ou tu ajoutais des colonnes dans cette entité-là? Est-ce que ce serait facile d'intégrer tout ce process-là, par exemple, dans un build automatisé pour être sûr qu'à chaque fois que ton application build a accès aux dernières modifications? Ouais, tu peux faire ça. En fait, c'est marrant que tu poses la question parce que je l'ai fait hier sur un build automatisé. Donc, à chaque soir, on va régénérer les classes. Et puis on les archive, et une fois que c'est archivé, on a un build process qui repart et qui rebâtit tout. Donc des fois, justement, ce qui va arriver, c'est que des gens vont supprimer des champs ou en rajouter, et des fois, ça a un impact sur le code existant. Exact. Donc quand on régénère automatiquement et on essaie de recompiler, des fois, il y a un problème, et là, ça permet d'identifier le lendemain. Voilà. Donc ça a fait un tour un peu d'horizon des... ce qui est possible de voir avec le plugin pour l'instant. C'est ça. Donc, vraiment avec le contexte, ce qu'on peut aller chercher. Donc là, j'ai de l'information qui existe et j'ai aussi, surtout qui est primordial dans ce cas-là, c'est l'objet qui est dans la transaction. Donc là, ce que je voulais montrer, on a vu un peu ce qui est disponible à l'intérieur du contexte dans CRM. Mais là, ce que je voulais montrer aussi, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé du web service qui était disponible aussi dans le contexte. Donc là, ce qu'on fait dans ce plugin, c'est qu'on va chercher l'utilisateur actuel et on va lui envoyer un message texte. Donc, il faut qu'on aille récupérer son nom et son numéro de téléphone. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc là, vous voyez, j'ai dans le Web Service une classe Organization Service que CRM nous donne dans le SDK. Et il y a une méthode Retrieve ici qui nous permet d'aller récupérer un System User. Dans mon cas, c'est le nom de l'entité utilisateur. Et je lui passe un certain nombre d'informations. Donc, je dis, donne-moi le System User correspondant au propriétaire de l'incident. Et redonne-moi un certain nombre de colonnes ici que j'ai défini la ligne plus haut. Donc, j'ai le numéro de téléphone et le nom complet. Okay? Donc, c'est relativement simple en termes de code à lire. Ces informations-là que je vois, comme les noms du champ, adresse 1, souligné téléphone 1, full name, puis le système user, ça, c'est des informations que quand tu configures tes entités dans Dynamics CRM, tu vois ça. C'est les noms que tu donnes à tes propriétés puis à tes entités, en fait. C'est ça. C'est ça. Dans ce cas-là, c'est des entités et des champs qui sont out of the box, comme on dit. Donc, celles-là, je ne peux pas les toucher. C'est ça. Ouais. Par contre, quand on en crée des nouvelles, elles sont disponibles aussi de la même manière. Parce que c'est comme un peu un loose couple, un peu. Tu n'es pas directement, tu n'es pas typé comme tel parce que ça peut être n'importe quoi. Mais les données sont typées, mais le nom, ce n'est pas comme un nom de propriété qui existe dans une classe. Il faut vraiment la nommer en string comme c'est là. Ouais, c'est ça. Mais de la même manière que j'ai généré des classes, je peux aussi générer des propriétés là, pour ne pas avoir à rentrer ça à la main. OK. Ouais, donc ça retire un peu les possibilités d'erreur. Là, aujourd'hui, j'ai été paresseux. Ça arrive. Donc là, ce que vous voyez, c'est que j'ai fait, donc je fais ma récupération de mon système user. Ouais. Donc ensuite, je l'ai ici. Et ça, tout à l'heure, j'avais montré un incident, mais là aussi, j'ai généré une classe pour mon système user qui va me permettre un peu plus bas de générer du texte. Donc là, j'ai mon user.fullname qui me donne le nom complet. J'ai au niveau de l'incident, j'ai le ticket number qui est le nom de l'incident, le numéro. Et ensuite, là, c'est juste de l'information que je rajoute dans le message texte là, pour que ça parte. Donc l'idée là, c'est vraiment de pouvoir dire, j'ai un utilisateur, fait que je vais chercher son information. Et ensuite ici, j'utilise un outil externe pour envoyer les messages texte. Okay. Et là, ce que vous voyez, c'est que j'ai mon utilisateur et j'ai son adresse. Donc, dans les colonnes que j'ai récupérées un peu plus haut, c'est address 1, telephone 1. Mais là, vous voyez que j'avais l'ancienne manière parce que quand j'avais écrit ce code-là, je n'avais pas encore généré la classe System User. Okay. Donc, ici, je pourrais faire comme ça ici et mettre adresse 1. Et me départir de tout ça ici. OK. Donc là, c'est plus flexible, c'est plus fiable. Donc, si jamais il y a quelque chose dans refactoring qui se fait, le nom va changer, puis au moins on va le voir à la compilation qu'il y a un problème. Exactement. Donc ça te donne... Par contre, quand tu as du texte, là... Il faut penser à faire un find and replace partout. Voilà, ça implique un peu plus de... ça risque d'erreur. Ouais. Et donc là, on a cette méthode-là qui utilise le numéro de téléphone et qui envoie le message texte. Bon, je n'ai pas besoin d'aller là-dedans, je pense qu'il y a plein d'API pour faire ça. Alors là, ce que je veux montrer, c'est la partie un peu plus intéressante qui ne devrait pas nous prendre énormément de temps, mais qui, je pense, est très critique. Moi, ici, je triche un peu parce que j'utilise un outil dans Visual Studio qui me permet de déployer
la librairie qui va être générée après avoir compilé ce projet-là dans CRM. Donc moi, j'ai un outil qui me permet de le faire directement ici. Cet outil-là, ça ne vient pas avec les ressources, c'est un add-on que tu as installé? C'est un add-on que j'ai installé qui s'appelle XRM Toolkit. On mettra un lien. Et donc, la manière dont ça fonctionne vraiment, donc là, c'est super rapide, j'ai rien à faire. La manière dont ça fonctionne vraiment, c'est que Microsoft, dans le SDK, nous donne un outil qui s'appelle le Plugin Registration Tool, qui ressemble à ça ici. Je vais attendre que mon petit écran s'en aille. Voilà. Donc, ça ressemble à ça ici. Et là, ce que vous voyez, en fait, je suis connecté à mon organisation CRM. Et il me liste en fait tous les plugins qui sont déployés à l'intérieur de cette organisation-là. D'accord? Donc ça, c'est le mien. Donc c'est la DLL que j'ai créée. Et donc de manière effective, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à la plateforme, voici une DLL qui contient des plugins que tu vas pouvoir utiliser pour moi. Donc il faut utiliser cet outil-là. Qu'est-ce qui arrive si cette DLL-là a des références à d'autres DLL? Est-ce qu'il y a moyen de packager ou il faut que ça soit tout dans une seule DLL? Tu poses de bonnes questions. Il faut que ce soit tout dans une seule DLL. Par contre, le fait qu'on aille dans le cloud, dans ce cas-là, il y a des opérations qui ne sont pas autorisées dans le cloud. Exemple, écrire sur du disque, lire une base de registre. Enfin, il y a un certain nombre d'opérations qui ne sont pas permises, donc il faut connaître tout ça. Mais si on était dans une installation de premise, probablement qu'on pourrait déployer les DLL accessoires dans un autre folder puis les référencer pour les loader dans notre plugin, par exemple. C'est ça. C'est ça. Ça se fait de moins en moins. Maintenant, ce qu'on recommande aux gens, c'est d'appeler des web services à l'intérieur du plugin. Ce que tu peux faire, ce qu'on fait dans notre cas, puisqu'on envoie un message texte à l'extérieur. Donc, en général, c'est ce qu'on recommande quand il commence à avoir beaucoup de dépendance. On dit, faites un web service extérieur, puis appelez-le. Donc, le plugin, c'est vraiment juste la couche de liaison entre la fonctionnalité CRM et la fonctionnalité que tu veux exposer. Donc, si tu avais une fonctionnalité plus complexe, tu ferais un web service quelque part sur ton site web, tu ferais un plugin qui ferait juste faire le pont entre les deux, faire l'appel, puis retourner. Oui, c'est ce qu'on recommande. Je pense que c'est une bonne stratégie. Ça introduit un peu plus le concept des microservices, puis de collaboration de services plus que d'avoir des gros services qui font tout, en fait. Exact. Donc là, ici, le Plugin Registration Tool, que je ne vais pas montrer nécessairement en détail parce qu'on va le voir tout à l'heure dans le débugage. Mais ce qu'on voit ici, si vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais la classe qui s'appelle Send Incident Notification. Donc, elle se retrouve ici. Et ce qu'on dit à CRM, c'est je veux rajouter une nouvelle étape. Parce qu'on a la classe en tant que telle, mais elle ne nous sert à rien si on ne lui dit pas d'être exécutée à un certain événement. Donc, c'est ce qui est fait ici. Moi, je l'ai déjà fait, mais je vais juste montrer un peu ce à quoi ça ressemble. On choisit le message, donc Create. Donc, j'avais parlé de Plugin Message tout à l'heure. Donc là, on a Create. Puis on avait un IntelliSense sur un autocomplete sur les possibilités qu'on a. Oui, tout à fait. Faut pas les connaître par cœur nécessairement. Non. Et c'est bien documenté. Donc, on va choisir l'entité, IntelliSense aussi. Et ensuite, on va choisir le handler. Donc, dans ce cas-là, c'est la DLL sur laquelle je suis parti. Et ce qui est intéressant après, donc là, on a un plugin, une classe qui va être exécutée à la création d'un incident. Il y a quelques options ici, l'utilisateur à prendre en compte dans le contexte. Et ensuite, on peut dire, mon plugin va être exécuté avant l'opération, donc avant que la création ne soit effectuée dans la base de données, ou après. Ou donc, même avant la validation. Ou même avant la validation. Donc, il y a beaucoup de flexibilité là-dedans. Et également, on a la possibilité de rouler un service en mode synchrone, un plugin en mode synchrone ou asynchrone. Donc, ça dépend de à quel point l'opération est critique à effectuer. Donc, c'est ça l'idée un peu. Mais là, je ne vais pas le faire parce que je l'avais déjà créé. En fait, il est ici. Là, vous voyez, là, moi, j'ai un post-operation parce que une fois que mon incident est créé, je veux qu'il soit dans la base de données avant d'envoyer un message à la personne pour lui dire, écoutez, il y a un incident à aller regarder. C'est ça l'idée un peu. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour pour ce qu'on voulait montrer au niveau du plugin. Donc là, ce qu'on a vraiment vu, c'est on crée un incident, on a du code qu'on a écrit qui est exécuté et qui permet de nous, dans ce cas-là, de nous envoyer un message. Mais on peut penser à un certain nombre de scénarios d'affaires qui pourraient être satisfaits par ce type d'extension-là. Super. Parfait. Donc là, Salim, là, on a fait notre plugin, c'est beau, c'est déployé. On le teste, on arrive en live pour le tester, mais ça ne marche pas. Comment on fait pour débugger ça? Là, c'est vraiment une question qui est fondamentale parce que là, tout de suite, ce que vous avez pu remarquer, je pense, c'est que ce n'est pas du développement typique dans le sens où on ne fait pas play et puis avec un site web qui roule. Donc, c'est très atypique. Et
la manière dont il faut le voir, c'est que CRM est, ben, comme je disais tout à l'heure, c'est un site web qui est quelque part, puis on déploie une DLL à l'intérieur. Puis il n'y a pas accès. Puis on n'a sûrement pas ce site web-là d'installer localement sur notre poste. Voilà. Alors, historiquement, ce qui arrivait, c'est que les développeurs avaient une machine virtuelle de développement qu'ils utilisaient pour eux. Donc là-dessus, ils installent CRM, ils installent SQL Server. Et donc là, ce qui arrive, c'est que ben, tu peux aller t'attacher sur le processus qui exécute CRM, c'est-à-dire le processus IIS. Donc, quand c'est sur un serveur partagé, on s'entend que ça ne va pas être possible parce que tu bloques tout le monde qui utilise des sites web sur ce serveur-là. Puis même en faisant ça, dans un cas comme ça, sur une machine virtuelle, on n'aurait pas nécessairement la réplique de notre instance en production. Voilà, exactement. Fait qu'on on n'est peut-être pas plus avancé. On n'est peut-être pas plus avancé, d'autant plus que maintenant, on travaille dans le cloud. Donc, on a encore moins accès aux serveurs de Microsoft. Donc, Microsoft donne des manières de faire du débogage et vous allez voir, c'est assez... disons que ce n'est pas évident. Donc, il faut connaître un peu comment ça fonctionne, puis il faut prendre son mal en patience. Fait que ne me jugez pas, jugez le processus, c'est pas moi. On va essayer de comprendre un peu le processus avec toi. D'accord. Donc là, on s'entend qu'on a cette DLL-là qu'on a bâtie tout à l'heure, qui est déployée à l'intérieur même de CRM. Et là, ce que nous, on veut faire, c'est pouvoir dire, pendant qu'elle roule, je veux pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais mettre un breakpoint ici, rouler le code, puis l'arrêter. Comment je fais ça? Excellente question. Alors, pas évident, parce que le code ne roule pas chez nous. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on a un outil qui permet d'enregistrer l'exécution du plugin au niveau du serveur, de télécharger cette exécution-là, et ensuite de faire une sorte de replay local. Okay. Là, tantôt, tu parlais qu'à faire du débogage comme ça, en live, normalement, ça bloquerait le process, mais là, c'est comme un peu en différé. C'est comme si on écoute le film qui est déjà passé pour faire du débogage. Exactement. Mais c'est quand même bien fait parce que on rejoue tout ce qui s'est passé. Donc, on a les données qui ont causé le problème, ce qui n'est pas toujours évident des fois dans des cas de débogage où on essaie de reproduire le problème que notre utilisateur a eu. Voilà. Par contre, ça crée, au niveau du système, ça crée une erreur parce qu'on dit au système, mais quand j'exécute ce plugin-là, génère-moi l'exécution, puis permets-moi de la télécharger. Mais la seule manière de permettre ce téléchargement-là, au niveau CRM, c'est de générer une erreur, en fait. Je m'explique. On va rendre ça un peu plus concret. Je retourne dans mon Plugin Registration Tool. Alors ici, vous voyez, j'ai ce qu'on appelle profiling. Donc, je vais avoir un bouton qui dit, mais quand je sélectionne mon action ici, qui est le plugin qu'on a enregistré tout à l'heure, on a la possibilité de faire Start Profiling. Ce que ça va nous permettre de faire, ça va nous permettre de dire au système, quand cet événement-là est exécuté, quand ce plugin est exécuté, ben, enregistre-moi l'exécution, parce que j'en ai besoin pour faire quelque chose. Donc là, si je fais ça ici, il y a un certain nombre d'options, je ne vais pas aller dans tous les détails ici, mais en gros, je vais lui dire, retourne-moi une exception quand l'événement est roulé. Comme ça, moi, je vais pouvoir à ce moment-là télécharger le contenu de l'exécution en tant que tel. Il y a d'autres manières de le faire aussi. On ne va pas aller dans ça nécessairement aujourd'hui. Alors. Donc là, c'est ça, ça donne un point d'interruption dans le processus du plugin à l'intérieur de la plateforme CRM pour capturer tout le contexte, parce qu'en fait, ce qui est intéressant pour nous, déboguer le plugin, c'est ce qui se passe dans le contexte à l'intérieur du plugin. Exact. Donc là, l'outil débogage va nous reproduire ce contexte-là en debug dans Visual Studio. Exact. Ça m'amène peut-être à une question. Est-ce qu'on a facilement moyen dans Dynamics 365 de se faire un environnement justement de staging, de QA, pour se permettre de tester nos plugins, à partir, par exemple, de notre environnement qui est de production avec nos vraies données? Oui, bien sûr. En fait, la manière que ça fonctionne, c'est que tu peux avoir plusieurs environnements et tu tags la fonction de chacun de tes environnements. Donc, tu peux en avoir Sandbox, tu peux en avoir qui sont en production live. Tu peux prendre un Sandbox et l'utiliser comme assurance qualité. C'est comme différentes instances qui roulent sur le même environnement, mais tu peux les taguer puis tu les gères comme tu veux. Il y a une manière de le faire. Il y a une manière de le faire. Ça a des implications de licence, là, mais il y a une manière de le faire définitivement. Alors là, tantôt, j'ai tout simplement fait Start Profiling. Donc là, actuellement, le système est alerté que dès que ce plugin-là va être exécuté, il va générer une exception. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller générer cette exception-là. Donc, je retourne ici. Et comment ça marche? Mais il nous faut créer un nouvel incident. Donc, on va le faire.
Donc là, comme l'événement précédent, on rentre juste les champs requis. Juste les champs requis. On n'a pas besoin d'autre chose. Et là, on s'attend à avoir une erreur parce qu'on a notre profiler qui roule. Et donc voilà, là on a toute une erreur qui sort. On n'a pas nécessairement besoin de s'inquiéter du contenu. Ce qu'on veut ici, c'est de pouvoir télécharger l'exécution. OK. Donc avec ce bouton ici, on va aller télécharger l'exécution. Puis je vais sauvegarder ça. Voilà. Donc là, rendu là, la prochaine étape, c'est d'utiliser le fichier qui a été téléchargé. D'ailleurs, je vais l'ouvrir pour montrer, pour donner aux gens une idée de ce à quoi ça ressemble. Mais c'est d'utiliser ce fichier-là pour maintenant pouvoir faire notre débogage. Alors, vous allez voir, ce n'est pas nécessairement évident. Alors, c'est ce fichier, juste l'ouvrir. Il n'y a rien de très excitant là-dedans. Hein. C'est vraiment du contenu. C'est l'air assez encodé encrypté, aussi. ouais. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pas fait pour être regardé pour nous autres. C'est vraiment pour le plugin, pour l'exécution de comprendre et de réexécuter. Donc voilà. Et là, évidemment, ça sort comme error details. Là. Mais en réalité, c'est une erreur qu'on a générée volontairement. Mais ça pourrait aussi servir si, je comprends bien le principe, c'est que n'importe quel moment, que si le plugin avait vraiment planté sans le profiler, on aurait eu la même trace d'exécution qu'on aurait pu intercepter dans un debug. Il y a une manière de le faire. Parce que là, en fait, quand je vais configurer le profiler, je lui ai mis de générer une exception. Mais il y a une manière aussi de lui dire, au lieu de générer une exception, juste sauvegarde toute cette information-là dans des entités de log de CRM. Oui, mais si c'est une exception, n'importe quelle exception du système t'aurait donné Une erreur de ce genre-là. Tu aurais pu la rejouer en playback dans Visual Studio comme Non. si. Non? Non. Parce que c'est le fait de démarrer le profiler qui C'est le va fait de capturer démarrer. l'information pour le debugger. Exactement. OK. Sinon, en temps normal, tu vas avoir une erreur similaire à ce qu'on a vu, mais tu vas juste avoir le contenu de l'erreur. Tu n'auras pas le détail d'exécution Non. derrière. OK. Non, c'est pas systématique. Parce que le profiler, ça pèse quand même sur la machine. Donc, tu ne veux pas avoir tous Donc, tes plugins l'idée- en mode profiler tout le temps. L'idée, ça va être de prendre les informations qu'on a eues de l'erreur qui a été vraiment générée, d'aller la reproduire alors qu'on a notre profiler qui roule. C'est ça. OK. Prochaine étape, c'est le réel débogage. Et là, là, vous allez voir, ça se complexifie un peu. Donc là, Salim, maintenant qu'on a vu la théorie de comment aller récupérer le fichier de débogage du profiler, puis tout ça, là, on est rendu à vraiment utiliser ce fichier-là pour démarrer notre debugging session dans Visual Studio. Ouais. Alors, comment ça fonctionne? On va continuer d'utiliser le plugin Registration Tool que je vous ai montré tout à l'heure. Il nous a permis de télécharger le fichier texte qui contient l'exécution. Et maintenant, on va se rattacher au processus Plugin Registration Tool et on va lui demander de rejouer l'exécution du plugin en question. OK. Donc, la manière dont ça fonctionne au niveau de Visual Studio, je pense que vous êtes familier avec ça. Donc, on va se rattacher au processus. OK. Donc, ça, c'est une chose. Là, on remarque que le breakpoint n'est pas démarré, donc il n'y a pas vraiment encore, le délai n'est pas instancié en mémoire encore. Exactement. OK. Donc là, comment ça va se faire? En allant dans le Registration Tool, encore une fois, vous voyez qu'ici, on a un bouton qui s'appelle Replay Plugin Execution. Donc, si je clique sur ça, il va me dire, ben, donne-moi le profiler. Là, en fait, ce qu'il veut, c'est le fichier qu'on a téléchargé tout à l'heure OK. avec le détail de l'exécution. Alors, ici, hop. Et ensuite, il faut aller lui donner la DLL en question, donc celle qu'on veut débugger. J'avais copié mon chemin. Et c'est notre plugin ici qui s'appelle SharpXRM plugins.dll ici. Alors, je vais le récupérer. Alors là, deux choses. Première, vous voyez qu'ici, il me met le plugin. Donc, c'est dans cette librairie-là, s'il y avait plusieurs classes qui héritaient du base plugin qu'on a vu tout au début, elles auraient été disponibles Donc, ici. il faudrait choisir la bonne, puis on se dit qu'on pourrait juste débugger une. Une à la fois. Une à la fois. OK. Exact. Et donc ça, c'est la première chose à noter. La deuxième, c'est qu'en arrière ici, vous voyez que la librairie a été chargée et donc il attend que l'exécution soit effectuée. Donc, prochaine étape, on lance l'exécution. Et là, c'est le comportement auquel on s'attendait. Alors, je vais le laisser rouler.
Si on peut explorer les contenus des contextes, en fait, on peut voir qu'est-ce qui nous est passé, j'imagine, via les contextes. Oui, tout à fait. Donc, tout le contexte a été recréé pour nous en local dans notre session de debug. Ok. Exactement. Donc, c'est tout ça qui était contenu tout à l'heure quand on a regardé le fichier texte. La portion encryptée, c'est tout ça qui est contenu là-dedans, en fait. Ok. Donc, lui, il est capable de nous redonner tout. Donc, là, vous voyez le contexte, encore une fois. C'est génial, comme ça on peut voir vraiment l'information auquel on veut accéder, on voit toutes les choses. C'est ça. C'est parfait pour... C'est ça. On a le nom du message, on a, donc là on est dans la création d'un enregistrement, et puis un paquet d'informations, le nom de l'organisation CRM, l'utilisateur, on a vraiment tout, donc user ID ici. On retrouve un environnement de débogage standard comme si on était en train de déboguer une application Windows. Exactement. Mais tout ce qu'on fait, c'est on exécute une séquence d'événements qui nous vient du fichier texte. Exact. Donc c'est quand même sharp la manière dont ils l'ont fait, Microsoft, parce que quand on y pense, c'est pas évident de donner aux gens la possibilité de débugger une librairie déployée dans un site web qui est immense et qui partage une infrastructure possiblement avec plusieurs clients. Ouais. Donc c'est un peu ça le concept. Ben là, je pense qu'on a compris comment ça marche. Ouais. Je pense qu'on pourrait stepper in à travers chacune des places, on pourrait voir les choses, on pourrait aller continuer d'avancer. Mais je pense que la session, on comprend le concept que tout ça a été contenu dans la profiling session. Voilà. Donc, donc je pense que ça, c'est quand même clair. Donc, je pense que c'est important, c'est une des questions que j'ai le plus souvent quand je vais chez des clients ou que je donne des formations pour le développement. Les développeurs, on a une habitude, on veut pouvoir... F5 debug. On veut faire notre F5, après on veut faire notre F10, voir toutes les variables. Et dans CRM, ben, malheureusement, avant de te rendre à l'équivalent du F5, ben, tu as quand même beaucoup d'étapes. Il faut que tu ailles partir un profiler, que tu télécharges un fichier, tu te rattaches à un processus et tu fasses un replay. D'où probablement l'intérêt de se faire une belle infrastructure de test pour le plugin, étant donné qu'on a une interface iPlugin. On peut déjà tester le comportement de notre plugin avec des valeurs attendues, par exemple. Puis quand on déblogue, là, on va vraiment débugger l'exécution dans le bon contexte. Fait qu'on est quand même capable de faire une bonne partie des tests en amont, j'imagine, avec l'interface du iPlugin. Oui, ça prend beaucoup d'investissement de temps pour setuper les choses. Mais ça prend comme une espèce de simulateur qui va simuler les inputs que CRM nous aurait donnés. Mais au moins, une fois qu'on a cet investissement-là, je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être fait pour nous aider. Ouais. Donc là, Salim, un autre aspect que tu voulais nous montrer, c'est un peu comment contrôler ce qui s'affiche à l'écran. Parce que là, on a beau avoir notre interface avec tous les champs, mais des fois, il peut y avoir des conditions dans lesquelles on veut cacher ou afficher selon certaines conditions. C'est ça. Et en fait, le point au final de ce que je veux montrer, c'est comment faire l'extension avec du JavaScript au niveau du formulaire. Et effectivement, ce que je veux montrer ici, c'est relativement simpliste, parce qu'on va aller cacher ou montrer des champs ou des sections en fonction de certaines valeurs qui sont sélectionnées à l'écran. Et à la fin, on va essayer quand même de mentionner où est-ce qu'on peut aller avec ce genre de fonctionnalité-là. D'accord? Donc là, on est retourné au niveau de notre écran d'incident. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est l'éditeur de formulaire. Donc si je clique ici, le système me ramène dans un écran qui va me permettre d'éditer le formulaire. OK. Alors là, si vous gardez en tête ce qu'on a vu tout à l'heure, ben en fait, c'est un peu la structure de nos champs. C'est de la même manière qu'ils sont affichés. Ça ressemble beaucoup à un layout de type Bootstrap en colonne et en row un peu. C'est un peu le concept de layout standard qu'on voit. C'est ça, c'est assez simple là. Ça va relativement bien. On peut faire du drag and drop, créer des nouveaux champs, les rajouter. C'est très facile. Et donc là, vous voyez, moi, ce que je veux faire dans ce cas précis, c'est deux choses. Quand on change le type d'incident, donc incident type ici, on va aller montrer ou cacher certains onglets en bas. Okay. Donc, pour faire ça, il faut que je dise au système, quand ce champ-là quand la valeur est modifiée, appelle une méthode en JavaScript que moi j'ai créée. Okay. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est, je vais aller modifier les propriétés ici. J'espère que ça va être clair. Je ne sais pas si tu peux grossir un peu, je sais. OK. Je pense que ça va être correct. On va y aller comme ça. Donc ici, ça a déjà été fait, mais je pense que ça va être intéressant quand même de le voir. Donc, au niveau du système en soi,
on est en mesure de créer ce qu'on appelle des ressources web. Donc, une ressource web pouvant être un fichier JavaScript, un fichier HTML, un fichier CSS. On a de la flexibilité là-dessus. Chez JSON, même si on va avoir du data, peu importe, c'est vraiment tous les fichiers qu'on peut déployer sur un site web pour être accessibles par cette ressource-là. C'est ça. Et donc, finalement, ça crée une ressource, un fichier qui est disponible dans le site web CRM. Donc, avec un lien et tout ça. Donc, une fois qu'on a ça, on est en mesure de dire, ben, là, j'ai la librairie qui est rajoutée ici. Donc, ce que ça signifie, c'est que ça va être chargé au moment où le formulaire est chargé. OK? Donc, j'ai ma librairie. Ensuite, je vais dire, ben, sur l'événement onChange, donc changement du champ incident type ici, voici la méthode que je vais exécuter. Donc, je pourrais en rajouter d'autres. Donc, à chaque fois qu'on fait ça, il va nous dire quelle librairie tu veux, parce que toutes ça sont les librairies qui sont chargées avec le formulaire. Et ensuite, on va spécifier le nom de la fonction qu'on veut appeler. Est-ce qu'on a accès à des librairies qui viennent déjà avec CRM ou il faut seulement mettre nos propres librairies? Est-ce qu'il y a déjà des librairies fournies pour faire des choses ou c'est vraiment juste du custom dans ce cas-ci? C'est vraiment juste du custom. Microsoft, la plupart du temps, ils essaient de vous dire, faites la majorité avec de la configuration et sans code. Donc, vraiment, quand tu veux aller plus loin, il faut que ce soit ça le facteur, en fait. J'ai vraiment d'aller plus loin que ce que la plateforme me permet de faire. À ce moment-là, je crée du code. OK. Voilà. J'ai pas mon bouton Save. Je vais faire donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a l'événement onChange de ce champ-là. On a une méthode qui va être exécutée. Je vais la montrer tout à l'heure. Mais aussi, ce que je voulais montrer, c'est au niveau des propriétés du formulaire en tant que tel également. Donc là, on voit la même chose, mais là, on parle du formulaire au complet, qui indique qu'on a les 3 librairies qui sont chargées ici. Et on a des événements différents, parce que là, quand le formulaire se charge, onload, on peut mettre des événements aussi. Donc là, j'ai la même chose, j'ai un incident onload que j'ai créé et que je demande d'être exécuté quand le formulaire se charge. OK? OK. Alors, tu vas vouloir nous montrer, j'imagine, comment on déploie ces assets-là un peu sur le site CRM. Voilà. Donc, je vais vous montrer, comme tout à l'heure, vous avez vu, quand j'étais dans Visual Studio, j'avais un add-on qui me permettait de déployer directement dans CRM. Donc, je vais vous montrer cette manière-là pour faire la promotion du add-on involontaire. Oui. Et ensuite, je vais vous montrer comment ça se fait directement à même la plateforme. OK. Donc là, tu veux nous montrer, comme tu disais, ton tool de déploiement pour déployer ces assets-là sur le site CRM, en fait. Exact. Donc, la manière dont ça fonctionne, je vais retourner dans mon Visual Studio ici. Là, vous voyez ici, là, on regarde un projet qui est différent. Donc, c'est un projet Assets que j'ai créé qui va contenir toutes mes ressources web, en fait, que je peux inclure dans CRM. Ici, j'ai tout simplement un fichier JavaScript qui s'appelle incidentform.js qui contient les fonctions, donc incident onload et onChange. Donc, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Et on va regarder le contenu tantôt. Mais là, ce que je veux montrer, c'est tout simplement comment déployer ça à l'intérieur du CRM. Donc, tout à l'heure, je vous avais montré mon outil XRM Toolkit qui me permet de faire directement un publish dans CRM ici. Fait que ça, c'est très simple, hein, c'est-à-dire que il me permet de tout simplement publier ça dans le CRM. Il y a déjà un lien avec le fichier dans CRM. Par contre, en fait, je ne me fatiguerai même pas ici. En fait, par contre, au niveau du CRM même, la manière dont ça se fait à la base, c'est d'ouvrir l'application et d'aller, il y a plusieurs manières d'accéder à l'écran où je m'en vais. Mais si on retourne aux propriétés du formulaire qu'on avait vu tout à l'heure, quand on veut rajouter... on a accès directement à partir du formulaire. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que les ressources, elles sont là. Donc, je peux en créer une nouvelle ici et je peux dire, si ça charge gentiment, custom JS. Oups. En tout cas, mon bouton fonctionne. On comprend l'idée, ouais. Vous comprenez l'idée? C'est ça. Donc ça, c'est écrit, tu es en train de créer une ressource, tu peux uploader un fichier dans cette ressource-là, puis tu peux lier cette ressource-là à ton CRM directement. C'est exactement ça l'idée. Donc ça, c'est la vraie manière de le faire. Si on n'a pas le tool... C'est ça. Plutôt que de le faire manuellement comme ça à chaque fois, moi, je ne sors pas de Visual Studio, parce que c'est plus facile. C'est une expérience beaucoup plus agréable aussi. Mais donc, c'est comme ça que c'est déployé. Donc, une fois que c'est déployé, je sais que j'ai ma librairie qui existe dans le système et je sais que les fonctions que j'enregistre et que je veux partir à certains événements, elles existent parce que je les ai déployées. OK? Donc, ici, dans notre cas à nous, ce qui fait mon code,
On va y aller directement. Hein. Je ne vais pas faire de changement ici parce qu'on n'en a pas fait. Je vais retourner dans Edge. Et ce qui fait mon code, c'est que au niveau du type d'incident, là, vous voyez en bas ici, on a des sections qui sont relations d'incidents et autres. Et la manière dont je l'ai configuré, c'est que si je sélectionne par exemple le support après-vente, je ne sais pas si vous avez vu. Oui, j'ai vu. On a vu le changement de, Là, de on section. a des sections additionnelles qui sont rajoutées. Donc, vous voyez l'idée là, classique dans le web. Donc, si je comprends bien, le scénario maintenant, c'est que ces sections-là étaient déjà là. Et toi, tu avais déjà configuré ça dans le formulaire CRM. Tu as mis l'événement sur le formulaire Unload pour les cacher d'office au départ pour pas qu'elles soient là par défaut. Puis là, sur l'événement de changement de type d'incident, là, tu les affiches. Exactement. Donc, c'est ça la séquence. Donc, il faut vraiment se faire ton événement formulaire pour les cacher si tu veux pas qu'ils soient là au départ. Exactement. Et ensuite, d'autres types de choses qu'on peut faire aussi que j'avais configuré. Je pense que quand je mets autre type d'incident, j'ai un nouveau champ qui apparaît et qui est requis. OK. Donc, si je mets autre, il me dit, c'est moi qui l'ai configuré, spécifier le type d'incident. Et quand je fais OK, vous voyez ici, j'ai un nouveau champ qui est apparu et qui est requis. Donc, je peux mettre n'importe quoi là-dedans. Et puis, là, il va me permettre de sauvegarder. Donc, l'idée, c'est de montrer ici deux choses. Et on peut aller plus loin, mais l'idée, c'est de montrer deux choses. La première, ben, on peut cacher, montrer des sections. On peut aussi mettre des champs requis ou non, dépendamment du scénario d'affaires qu'on a besoin de résoudre. Donc, ça donne un peu l'idée. Maintenant, on va aller dans le code pour montrer ce à quoi ça correspond. OK, donc là, tu voulais nous montrer un peu le code derrière ça qui fait la gestion de ces événements-là, Unload et Unchange. Exact. Pas très compliqué. Unload, appelle Unchange. Unchange, alors là, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que mon incident type, qui était le drop-down, qui était à l'écran, il y a plusieurs valeurs là-dedans. Fait qu'à l'arrière du système, elles sont rattachées à des integers. Okay. Donc, moi, j'ai juste mis ça ici dans des variables, mais il y a des manières plus clean de le faire, mais là, c'était quand même pour que ce soit relativement simple à comprendre et à lire. Et ensuite, ce qu'on est en mesure de faire, c'est de récupérer les attributs et de récupérer leurs valeurs. Donc ça, le incident type, c'est le nom de mon attribut. Donc, je vais le récupérer à l'écran et je vais récupérer sa valeur. Je commence par, on avait dit, à cacher certaines sections. Donc, on avait une table qui s'appelle Field Service, enfin, les différentes tables qui étaient cachées ou montrées tout à l'heure. On les cache. Et ensuite, en fonction du type d'incident qui est sélectionné, mais quand c'est autre, par exemple, tout à l'heure, vous avez vu, j'avais un pop-up qui était apparu. Et une fois que j'ai montré le pop-up, après, j'ai montré un champ et je l'ai mis comme requis. Oui. Donc, c'est pas très compliqué. Ce qui est intéressant à voir, c'est quand même l'API de CRM côté client. Donc là, vous voyez tous les objets XRM Utility, XRM Page, Attribute. Tout ça, ce sont des outils qui sont fournis par CRM. Donc, c'est dans le SDK. Donc, il y a une librairie JavaScript pour faire ces choses-là du côté client. Qui est chargée automatiquement avec tous les formulaires. Ce qui m'amène peut-être à une autre question aussi. Tantôt, quand on était côté C#, on parlait de certaines restrictions qu'on a par rapport à ce qu'on peut faire, comme les bases de registre qu'on n'a pas accès à ces choses-là. Y a-t-il des équivalents côté JavaScript ou si c'est bar open puis on peut faire ce qu'on veut? Je te dirais que il y a une grosse restriction, c'est le fait d'interagir avec le DOM du CRM en tant que tel. Parce que Microsoft ne te garantit pas que le nom de leurs objets va rester le même. Donc, si tu commences à interagir avec des choses qui sont sur l'écran, bien évidemment, le jour où tu fais un upgrade, ça se peut que ça ne marche plus. Donc ça, c'est la restriction principale. Je te dirais, l'autre restriction, c'est que là, on a un cas super simpliste, mais il y a des cas où tu pourrais aller appeler des API externes. En JavaScript, on peut faire du REST. Et là, ça devient des restrictions qui sont plus liées au browser, parce que si tu fais du cross-domain, par exemple, donc tu es dans CRM et tu essaies d'appeler un web service qui est dans un domaine complètement différent, ça se peut que tu aies des problèmes au niveau de la sécurité. Et tout ça, etc. Voilà. Comme dans n'importe quel site web, aujourd'hui, c'est pas mal la norme. Voilà. Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser là quand on fait le développement. Donc, ici, ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'on a des API. Donc là, j'ai mon XRM Utility. On en a montré quelques-uns. J'ai des méthodes, moi, qui encapsulent le tout. Mais des méthodes qui me permettent d'aller chercher les différentes sections, de les cacher, de les montrer. Même chose avec les champs. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre que ça existe et de savoir que quand on veut interagir avec dans des formulaires, il faut impérativement passer par l'API parce que si on utilise le DOM, ça ne passera pas.
OK. Parfait. Donc, ça fait un peu le tour là au niveau JavaScript. On pourra aller encore plus loin, créer des pages HTML, les déployer, les visualiser à travers CRM. Donc, ça vous donne vraiment une idée générale de ce qu'on peut faire au niveau client aussi. Merci. Excellent. Donc, en conclusion, Céline, mon CRM a beaucoup évolué depuis les premières versions que j'ai connues ça, où c'était une application beaucoup plus client intégrée dans même Outlook à l'époque. Tout ça, là, c'est vraiment une plateforme web déployée qui a beaucoup de fonctionnalités à offrir. Oui, absolument. La plateforme a évolué énormément. D'ailleurs, elle continue d'évoluer beaucoup avec à peu près 2 releases plus ou moins majeures par an. Okay. Donc, même pour des gens comme moi qui sont professionnels de l'industrie, des fois, c'est difficile de suivre. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que l'effort que Microsoft fait, c'est de nous donner, à nous, en tant que configurateurs de système ou intégrateurs de système de manière générale, nous donner des outils pour faire beaucoup, sans écrire une seule ligne de code. Et c'est quand on commence à vouloir aller un peu plus loin qu'il faut commencer à regarder est-ce qu'on écrit du code pour faire de l'extension et aller dans le type d'exemple que je vais montrer aujourd'hui. C'est super intéressant. Ouais. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Ben, vas-y. Non, c'est ça, je n'ai pas grand-chose à rajouter. La seule chose que je dirais, c'est en tant que développeur que nous sommes, je pense qu'on a une tendance à toujours penser à la solution code. Mais la différence avec une plateforme comme CRM, c'est qu'il faut plutôt penser à la solution configuration avant et ensuite se retourner vers du code quand on n'a rien trouvé au niveau config. Okay. Puis moi, pour conclure, je vous dirais aussi, il y a beaucoup de liens de matière qu'on va mettre disponibles sur notre site là-dessus. Puis en même temps, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de rajouter les notifications pour être notifié des nouveaux épisodes. Et on vous dit à une prochaine fois. Merci. Bonne journée.